La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi en Ituri, reste le nœud du problème en République démocratique du Congo, surtout avec l'ère Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, la question demeure et persiste. Quel processus pour la pacification de l'Ituri? Ce sera notre thématique aujourd'hui. Invité reçoit Jean-Marie Niolo Lonema, qui est ministre provincial de l'environnement et du développement rural avec le gouvernement Jean Bamanissa. Je vous dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Alors, si l'on devrait justement englober la situation qui prévaut actuellement en Ituri, que dirions-nous? Ok, merci beaucoup Madame. Aujourd'hui, nous avons un tableau très sombre de la province de l'Ituri sur le plan sécuritaire. Nous avons plusieurs groupes armés qui sont redevenus très actifs. Je dirais quasiment dans l'ensemble de la province. Les plus dangereux sont les suivants. Il y a le groupe Codeco, c'est une milice Lendu. Il y a le groupe FPIC, une milice de l'ethnie Bira, qui se trouve à Irum. Codeco, c'est à Djougou. Il y a le groupe FRPI, qui est un groupe, heureusement, que déjà à l'époque du gouvernement civil, il y a eu un accord de paix entre le pouvoir étatique et ces groupes armés. Et depuis lors, ces groupes n'est plus dans la nuisance. Et ces groupes se comportent comme un groupe attentiste à un programme de démobilisation. Mais c'est un groupe qui continue à détenir les armes et qui vit, qui s'organise, qui apprend beaucoup d'autres choses et qui s'expérimente de plus en plus. Il y a également les mosaïques qu'on appelle les autodéfenses. En réalité, il ne s'agit pas ici d'un groupe structuré. Ce sont des mosaïques par village, des jeunes gens se retrouvant ciblés régulièrement par les groupes traditionnels que je viens de citer et qui se sont dit on ne peut pas continuer à fuir tout le temps. Il faut s'organiser en autodéfense et ils ont cherché eux aussi à s'armer et ils ont constitué... Un tout petit peu comme les Wazalendu. Pas vraiment comme les Wazalendu. Les Wazalendu, c'est un combat pour défendre la nation. Et les Wazalendu ne sont pas en conflit avec les Congolais. Mais ici, c'est un groupe qui se défend par rapport aux tueries que leur infligent d'autres frères congolais voisins, voyez-vous. Donc on les appelle les autodéfenses. Mais alors qu'en est-il du groupe par exemple de Chinyatuna ou encore Mapi? Oui, Chinyatuna, c'est un groupe qui se retrouve à Mambasa. C'est parmi les groupes qui viennent d'être créés il n'y a pas longtemps. C'est une invention qui a vu jour sous l'état de siège, curieusement, Chinyatuna. Ça, c'est sur l'axe Luna, en allant vers Beni. Et par moment, ils attaquent aussi l'axe Komanda-Mambasa. Il y a Mapi. Mapi, c'est un groupe qui est né également sous l'état de siège. C'est un nom qui n'a pas existé avant ça. Mapi se voulait à un moment donné la substitution de ce que les gens appelaient là-bas Zaïre. Zaïre, c'était aussi une autodéfense, mais dans la région minière, qui regroupait des jeunes gens qui avaient pris les armes pour se défendre en vue de sécuriser leurs activités. Disons-le, lorsqu'on parle de la particularité en Ituri, c'est que, on le dit, les groupes rebelles sont des personnes connues, les gens de l'Ituri, des enfants de l'Ituri même. Donc, le processus de pacification que vous avez lancé, justement, où est-ce qu'on en sommes? Parce que vous avez déposé le rapport au niveau du ministère de l'Intérieur. Très bien, merci. Je vais d'abord commencer par vous donner un petit tableau des actions de pacification que le gouvernement civil avait menées. Et à côté de ça, je vais vous donner les activités du gouvernement de l'état de siège. Et vous allez vous-même comparer et tirer les conclusions. À notre époque, d'abord nous avons fait 26 mois, de 2019 à 2021. Oui, au total c'était 26 mois. On avait un programme très clair
axé sur la recherche de la paix et le lancement du développement. La recherche de la paix avait prévu les dialogues avec les groupes armés de l'Ituri, mais aussi l'imposition de la paix. Alors, nous avons réussi à Irumu, par exemple, à pacifier ces territoires grâce au dialogue avec le FRPI. Et le VPM de l'intérieur à l'époque, quand Konde est arrivé jusqu'à Guéti, au bastion même de FRPI, accompagné du ministre de la Défense, paix à son âme, qui s'était rendu... Le professeur Moukena. Qui s'était rendu là-bas pour participer à la signature de l'accord de paix. Le gouverneur Bamanissa, Jean Saïdi, que je salue en passant, avait signé au nom du pouvoir central cet accord-là. Parce que tout le monde n'y croyait presque pas. Mais le gouverneur qui a travaillé pour cet accord a cru et il a pris le devant. Et cet accord impliquait quoi exactement? L'accord impliquait un cessez-le-feu, le cantonnement et puis la démobilisation, le désarmement des éléments du groupe armé. Il y avait des responsabilités de la part de l'État congolais, la prise en charge de ces miliciens-là, pour les convertir à autre chose. Ils pouvaient être une bonne main d'œuvre pour l'agriculture. Pour la réinsertion sociale. Mais il y avait également des responsabilités de leur part. C'est-à-dire ils devaient nous donner des vrais effectifs de leurs éléments, ainsi que le nombre d'armes que le groupe détenait. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu cet accord pour qu'on puisse pousser et aller vers le concret. Alors, toujours avec le gouvernement Bamanissa, il y a eu les actions de l'imposition de la paix. Nous avons réussi à Djougou à décapiter les Codeco. Écoutez, madame, le Codeco, c'est un groupe le plus meurtrier qu'on a connu en Ituri, qu'on connaît encore en Ituri. À l'époque, nous n'avons pas reçu des millions comme l'État des sièges bénéficie aujourd'hui des grands moyens pour imposer la paix. Avec les peu de moyens que la province avait, nous avons réussi à neutraliser le président des Codeco, M. Justin Ngujolo, la nuit du mercredi au jeudi 26 mars 2020. Il est mort avec son épouse, malheureusement, et ses 5 gardes du corps. Et nous avons réussi à arrêter les 2 chefs d'état-major des Codeco. Ils ont été interrogés à Bunia. Nous avons ravi tout ce qu'ils avaient comme banque de données sur l'information de leur organisation. Et ça nous a permis de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons déféré ces prisonniers ici à Kinshasa, à la prison de Ndolo. Mais jusqu'aujourd'hui, force est notre étonnement de voir qu'il n'y a jamais eu un procès sérieux. Il n'y a aucun procès sur cette affaire. Vous allez comprendre qu'il y a des mains, des gros bras derrière cette milice-là. Et parfois même, vous serez scandalisé de comprendre que certains commandements, certaines liaisons impliquent les officiels à Kinshasa. Mais justement, puisque le processus de paix était déjà amorcé, comment est partie l'idée de l'état de siège, par exemple, en Ituri? Parce que en vous entendant parler, le processus était lancé et il n'est resté que la mise en application et même le désarmement forcé avait commencé. Qu'est-ce qui a expliqué la venue de l'état de siège en Ituri? Lorsque les forces qui tiraient profit dans la guerre ont compris que le gouvernement civil était sur le point de mettre fin aux groupes armés, ils ont utilisé les députés provinciaux. Le gouvernement Bamanissa a été victime par 2 reprises de motions de censure. La première fois, le gouvernement a été sauvé par la Cour constitutionnelle qui avait invalidé cette motion. Mais la seconde fois, c'était à une période tumultueuse de transition entre les FCC-CACH et l'Union Sacrée. Personne n'était attentif à ce qui s'est passé en Ituri et c'est comme ça que le gouvernement provincial a été mis en quarantaine par les députés. Donc, il y a eu cette manipulation de l'Assemblée provinciale et cela a découragé finalement le chef de l'État qui voyait déjà un élan de volonté de mettre fin à l'imbroglio qui régnait en Ituri. Mais voilà que l'acteur principal, l'exécutif provincial, venait d'être
détruit. Et voilà, le chef de l'État n'avait autre voie que de chercher une solution militaire directe. Mais également, une deuxième raison qui a fait que le chef de l'État aille vers l'état de siège, c'était quoi? La lourdeur de voie de commandement de l'armée. Vous savez, il y a le chef d'État qui est le commandant suprême, il y a le conseil supérieur de la défense, il y a l'état-major général, il y a la zone militaire Est, il y a finalement la zone militaire au niveau de la province, et il y a enfin la zone opérationnelle. C'est une longue chaîne et très lourde chaîne. Avec l'état de siège, le chef d'État a la possibilité directement d'avoir un commandant des opérations qu'il contrôle, à qui il peut donner des injonctions. Et donc voilà les motifs. Mais le résultat, il est où? Le problème, c'est que, oui, c'est vrai qu'avec ce chaîne de commandement, vous l'avez fait avec ce gouvernement, avec Jean Benissa. C'était malgré tout ces chaînes de commandement, mais que quand même, il a commencé à avoir une petite lueur d'espoir. Mais maintenant, l'état de siège qui a été imposé depuis 2021 jusqu'à ce jour, on se dit, quels sont les résultats qui peuvent aujourd'hui permettre à la population de l'Ituri? Parce que, vous le savez, cette insécurité a un impact direct sur le plan commercial, par exemple, sur le plan social aussi des populations. Oui, c'est vraiment un tableau sombre. Le résultat est nul. L'état de siège, c'est finalement le ridicule que nous vivons en Ituri par rapport à la gestion des affaires sécuritaires. La légèreté avec laquelle l'autorité militaire, excusez-moi d'en parler très franchement, la légèreté avec laquelle l'autorité militaire gère les questions sécuritaires, les assassinats, les morts, les tueries entre communautés, tout ce qu'il y a comme manipulation et la réponse que le gouvernement militaire donne à cet ensemble de problèmes graves, je vous dis, ça peut vous énerver quand vous apprenez que ce gouvernement bénéficie d'une grande largesse du pouvoir central en termes de financement des opérations. Nous avons fait 26 mois, nous avons reçu pour les 26 mois 2 400 000 $ américains du pouvoir central. Pour faire le tout, pour faire la guerre, pour faire les activités, les actions humanitaires, pour aussi gérer la province. Mais le gouvernement militaire, dès les 3 premiers mois, ils étaient à 13 millions de $. Imaginez, aujourd'hui, ils reçoivent énormément de moyens pour sécuriser. Mais les résultats sont nuls. Pourquoi les résultats sont nuls? Faites la cartographie des militaires en Ituri. Vous allez voir que les militaires sont concentrés dans les puits d'or, sur les routes qui mènent vers les exploitations forestières, exploitations de pêche sur le lac. C'est là où on concentre les militaires. Donc, les militaires sont à la recherche du lucre. Et vous retrouvez très peu de militaires sur les axes d'insécurité, les routes de la mort. Par exemple, la RN 27. Quand il y a quelques barrières, vous y retrouvez 6 militaires peut-être, 7, 8. Et de l'autre côté, vous avez les groupes armés qui ont les mêmes barrières et qui vivent en face. Quelle devrait être justement la mission du gouvernement militaire? N'est-ce pas sécuriser les frontières? D'autant plus que l'Ituri se retrouve stratégiquement transfrontalier avec, ou encore transfrontalière, si on doit parler de la province, avec d'autres nations. N'est-ce pas commencer à sécuriser ces espaces, mais également les voies où l'on exerce un peu plus de commerce, parce que il y va de la survie de la population. La guerre, elle n'est pas seulement humaine, elle est aussi économique, parce que on le voit, la plupart des milices cherchent des endroits où ils peuvent facilement faire ressortir des minerais pour leur permettre de se ravitailler en armement et autres. Ok, merci beaucoup madame. Effectivement, c'est ça la mission de l'état de siège.
imposer la paix. Lorsque le gouverneur militaire est arrivé en Ituri, nous l'avons accueilli avec joie, à bras ouverts. Même nous, de l'administration civile, nous étions très heureux parce que le gouverneur fait partie des personnalités que le chef de l'État avait consultées avant de proclamer l'état de siège. Le chef de l'État avait consulté certaines personnalités et puis finalement il a expliqué son idée et nous nous sommes dit allons sur ces schémas-là. Le gouverneur est arrivé, son premier discours c'était quoi? Je serai sans état d'âme. Il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et il va imposer la paix s'il y a des gens qui continuent à détenir les armes. Quelques mois après, le discours a changé. Ce n'était plus, je n'aurai pas d'état d'âme. Aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont nos fils, ce sont nos cadets qui ont pris les armes. On ne peut pas leur faire la guerre. Il faut leur parler. Bon, parler à ces groupes armés, de quelle manière? Jusqu'à quand? Nous l'avons fait, nous, le gouvernement civil, on a beaucoup fait des dialogues avec ces groupes. Il y a des groupes qui ont effectivement adhéré au schéma de la paix, tel que le FRPI. Mais il y a d'autres groupes récalcitrants qu'il faut carrément considérer comme des bandits qu'il faut neutraliser, absolument. Mais aujourd'hui, vous retrouvez les militaires qui interviennent dans les zones sous contrôle de ces groupes armés pour exploiter de l'or, du bois, du poisson. Est-ce que vous sous-entendez que c'est devenu carrément un commerce entre, on va le dire comme ça, le gouvernement militaire qui était censé justement les désarmer? Il y a une collaboration qui ne me dit pas son nom actuellement? Tout à fait. Et ça, c'est très grave parce que quand vous voyez le bilan de la situation sécuritaire en Ituri, vous allez voir qu'il y a des reculs incontestables. Mais où sont les sur tous les plans économiques, il y a eu beaucoup de mensonges ici à Kinshasa. On nous disait que l'état de siège avait comme effet positif l'augmentation des recettes. C'est très faux. L'IGF est sur le point de publier les rapports par rapport à toutes les recettes économiques en Ituri. C'est très faux. Même les recettes provinciales ont plongé plus bas. Nous étions à 1,2 million, autour de 1 million le mois, mais aujourd'hui, ils sont autour de 500 000 $ le mois, du moins ce qui est déclaré. Alors, sur le plan sécuritaire, le nombre de morts, le rapport OCHA, le rapport de la société civile, rien que pour la période 2023-2024, nous sommes à plus de 1800 morts. 1800 morts des civils, je ne parle pas des miliciens, des militaires, des civils victimes tout simplement de par leur appartenance à telle ethnie ou telle autre, victimes de ces groupes armés justement. Aujourd'hui, les groupes armés attaquent même les sites sécurisés des déplacés de guerre, chose qui n'a pas existé sous la gouvernance civile. Le gouvernement civil tenait beaucoup à la sécurité des camps de déplacés. Mais aujourd'hui, c'est là où on tue le plus. Ça, ce sont des choses qui... Il y a des structures de droits de l'homme, il y a la MONUSCO, il y a l'Église catholique. Les rapports sont là. Toutes ces structures n'arrivent pas à communiquer sur... Ils communiquent. Il y a le rapport sur le net. OCHA publie chaque mois le rapport sécuritaire. Moi, je viens de lire le rapport du mois passé, mais c'est affreux, c'est scandaleux. Il y a 10 000 jeunes qui n'ont pas fini l'année scolaire en primaire à Djougou. 10 000 élèves qui n'ont pas fini l'année scolaire 2023-2024 du fait de l'insécurité, du fait du pillage de leurs écoles, du fait de leur déplacement. Alors que préconisez-vous, que demandez-vous justement au président de la République? Parce que le tableau a été brossé. Aujourd'hui, on sait faire une étude comparative entre les actions que vous avez eu à mener en tant que membre du gouvernement, Jean Bamanis à l'époque également, avec tout ce temps qu'a pris l'état de siège avec le gouvernement militaire. Oui, en tout cas, il y a beaucoup de choses que nous recommandons au président de la République. D'abord, nous commençons par lui donner la bonne information. Il y a plus de 200 attaques de 2023 à 2024, 200 attaques des milices, des groupes armés de l'Ituri sur les populations civiles. Et je ne pense pas que dans les rapports officiels de la province,
on note des situations pareilles. Mais vous pouvez retrouver ces rapports dans les annales de la société civile, des organismes des Nations Unies, OCHA notamment. Par rapport à tous ces problèmes, face à tous ces problèmes, que faire? Le chef d'État a eu la géniale idée de convoquer la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. C'était l'année passée avant les élections. À l'unanimité, les délégués de 26 provinces, il ne s'agissait pas seulement des délégués de l'Ituri, du Nord Kivu. Les délégués venaient de 26 provinces, à part égale. Ils ont décidé de la levée pure et simple de l'état de siège. Il y avait deux autres possibilités, soit la requalification, soit le maintien de l'état de siège. Il y avait des arguments développés par des experts en faveur soit du maintien, soit de la requalification, soit de la levée. Et l'assistance avait voté pour la levée. Et le Premier ministre est allé physiquement remettre aux mains propres le rapport de cette table ronde au chef de l'État. Parce que nous connaissons comment fonctionne le pays. Vous pouvez passer par voie de l'administration, on risque de donner au chef un autre rapport. Le chef du gouvernement est allé lui-même remettre aux mains propres. Et la difficulté avec l'état des sièges, c'est qu'on ne sait pas évaluer le gouverneur militaire. Par les élus provinciaux, par exemple. Non, il est redevable. Le gouverneur militaire a été évalué par l'inspection militaire. Je me rappelle, j'étais à Bunia, j'ai vu débarquer le général Tango Fort, qui est l'inspecteur en chef de l'armée. Il est arrivé pour contrôler l'usage des 13 millions de dollars reçus pour équiper l'armée et organiser les opérations. Mais c'était scandaleux. Il a dit que plus de la moitié de cet argent n'a pas servi à sa fin. L'argent a servi à graisser les pattes des gens ici à Kinshasa. L'argent est retourné à Kinshasa. Tango Fort a publié ces rapports-là et on a arrêté la petite antilope dans le village. C'était qui? Le secrétaire assistant du vice-gouverneur de la province qui a répondu à la disparition de plus de la moitié de 13 millions de dollars. Allez-y comprendre quelque chose. Un secrétaire, un assistant du vice-gouverneur, il a quoi à faire dans la gestion des fonds alloués aux opérations militaires? Personne n'a répondu, aucun général. Il y avait le général commandant des opérations, le général chef de la zone militaire, il y a le gouverneur lui-même, le vice-gouverneur. Personne n'a répondu à ça. La commission défense de l'Assemblée nationale avait convoqué le gouverneur militaire. C'était une séance à huis clos. Mais la commission a démontré au gouverneur qu'il y avait une très très mauvaise gestion et qu'il répondra de sa gestion un jour. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arrogance. Le gouverneur devient de plus en plus arrogant et il croit que l'ordonnance instituant l'état de siège lui donne une certaine intouchabilité. Il devient un intouchable. Un gouverneur qui répond même au ministre national avec une insolence unique en son genre. Je me rappelle le dossier de la SAIMAP en Ituri. Le ministre des Mines a écrit au gouverneur pour lui demander de surseoir son projet, de nommer un sujet chinois à la tête du contrôle de l'orpaillage financé par les Chinois en Ituri. Madame la ministre a dit, ça c'est le rôle de la SAIMAP. Le gouverneur va répondre par une correspondance que j'ai. Il refuse l'ordre du ministre et il dit, vous ne connaissez pas les réalités du terrain, laissez-moi agir tel que je pense. Et voilà des cas comme ça qui montrent que le gouverneur est devenu un intouchable et aujourd'hui il est le seul à parler de l'Ituri avec beaucoup de mensonges. Récemment à Tchomia, il y a eu l'assassinat d'un commandant qui devait venir remplacer un autre à Kassaigne. On l'a tué comme ça devant l'état-major du territoire. Et en un mot, puisqu'on est arrivé à la fin, que demandez-vous au gouvernement ici
centrale, mais également au président de la République directement, parce que ça relève justement du président de la République aussi. Oui, en un mot, j'aimerais attirer l'attention du pouvoir central. La première ministre connaît très bien ce qui se passe en Ituri par rapport au coût de la gestion des opérations militaires. Et il va falloir gérer les opérations militaires avec beaucoup d'efficience, avec beaucoup de contrôle. Notamment, vérifier les informations que le gouverneur militaire envoie ici à Kinshasa. Je vois souvent à la télé des jeunes gens qu'on ramasse à Bunia, qu'on filme en train de louer le gouverneur militaire. Ce sont des enfants des militaires, les femmes militaires et certains politiciens en mal de positionnement. Ils filment ça, ils l'envoient à Kinshasa pour dire, écoutez, la population même, tout va bien. Je suis en train de faire des routes, j'ai fait des infrastructures. Mais c'est très faux, c'est du mensonge, c'est de la publicité. Les infrastructures, la route, tout ce qui s'est fait en Ituri, c'est le financement du pouvoir central. Ça, ce sont les éléments de bilan du ministre des Infrastructures nationales, Guissaro. Et le gouverneur militaire devait plutôt continuer avec les œuvres sur fonds propres de la province, notamment les contrats Safricas que nous avions laissés, nous lui avons laissé, mais aujourd'hui, les travaux n'évoluent pas. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, comme gouverneur sur le plan social ? C'est la grande question, justement, que il a échoué totalement sur le plan sécurité et sur le plan économique, il a totalement échoué. Il nous présente le bilan du pouvoir central en Ituri. Et ça, c'est regrettable parce qu'il continue à faire la fausse publicité et le mensonge. On n'ira pas avec le mensonge jusqu'au bout parce qu'un jour, tout va éclater au grand jour. Monsieur Jean-Marie Niolo, grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes ministre provincial de l'Environnement et du Développement rural au sein du gouvernement Jean Bamanissa, qui a été justement remplacé par le gouvernement militaire avec la venue de l'état de siège. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, cette émission est terminée. Voilà, on va vous dire au revoir et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.